Peut-on être libre quand l'intelligence artificielle prend le dessus sur notre cerveau? C'est l'une des questions soulevées par Laurent Alexandre qui lance un véritable cri d'alarme face à l'irruption spectaculaire de ChatGPT. Bonsoir Laurent Alexandre. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes chirurgien, neurobiologiste, fondateur de Doctissimo et de plusieurs entreprises de haute technologie. Vous êtes connu comme étant l'un des meilleurs spécialistes des révolutions technologiques et de leurs enjeux. Alors pour commencer, vous comparez le monstre créé par Frankenstein à l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que c'est une révolution, c'est un changement radical. L'arrivée d'intelligence artificielle égalant l'homme, c'est un changement de civilisation qui va avoir des conséquences économiques, politiques, psychologiques énormes sur le XXIe siècle. Ouais. À ceci près que vous dites que le monstre, la créature de Frankenstein, elle fait peur. Par contre, là, on a plutôt des hommes qui présentent bien, que certains aient beaucoup envie de rencontrer, Elon Musk notamment, Mark Zuckerberg. Oui, les milliardaires de la Silicon Valley qui sont en train de créer l'économie de l'intelligence artificielle sont des gens plutôt sympathiques. Pourquoi vous lancez, je disais, ce cri d'alarme entre guillemets aujourd'hui? ChatGPT, selon vous, c'est vraiment un tournant majeur? C'est un vrai tournant. Vous voyez, moi j'ai décidé d'écrire ce livre le 30 novembre 2022. Ouais. C'est-à-dire le jour où ChatGPT, dans sa version 3, est sorti. J'ai été stupéfait par les performances de ChatGPT et donc j'ai pensé qu'il était intéressant d'écrire ce bouquin. On voit le titre que je n'ai pas encore dit, La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès, pardon. Et j'ai été, comme tout le monde, très surpris des performances. Moi, ce que fait GPT-4 aujourd'hui, qui est la nouvelle version de ChatGPT, en médecine par exemple, je n'imaginais pas que ça pourrait arriver avant 2040, 2050. Donc on a une vraie accélération de l'histoire. On voit, pour prendre mon métier, la médecine, que GPT-4 est meilleur que la grande majorité des médecins aujourd'hui en termes diagnostiques. Et pour l'examen américain, pour être qualifié en médecine, eh bien, ChatGPT a parmi les meilleures copies parmi les gens qui passent l'examen. Donc l'intelligence artificielle arrive aujourd'hui au niveau de l'intelligence humaine et c'est ça qui est révolutionnaire. Ouais, mais là, c'est une révolution positive, on est bien d'accord, hein, s'agissant de la médecine. Oui, bien sûr. Ouais. Et si vous prenez un continent comme l'Afrique, où il n'y a pas suffisamment de médecins, pas suffisamment de radiologues, l'intelligence artificielle va pouvoir permettre d'apporter une médecine de qualité dans les zones qui sont sous-médicalisées. Par exemple, on peut tout à fait imaginer un dispensaire dans lequel les radiologies sont faites par un infirmier ou un manipulateur radio. Et avec l'aide de l'intelligence artificielle, on pourra analyser les radiologies au dispensaire, alors même qu'il n'y a pas de radiologue ni même de médecins au dispensaire. Donc, dans les zones qui ont des problèmes de médicalisation, on peut apporter des soins de qualité mondiale grâce à l'intelligence artificielle, même quand il n'y a pas de médecin dans le village, dans la région. Mais vous dites qu'il faut 30 ans pour former un ingénieur ou un radiologue, puisque vous parlez de radiologie, quelques heures pour éduquer une intelligence artificielle. C'est le côté, vous l'avez dit, positif et parfois salvateur dans certaines régions du monde. Vous évoquez quand même des enjeux aussi qui, là, posent des sérieuses questions, notamment l'éducation et le travail. Oui, on va avoir de l'intelligence gratuite dans le monde demain. Et donc, l'intelligence humaine, elle n'est pas gratuite. Les salaires sont élevés, les gens ne travaillent pas 24 heures sur 24, alors que l'intelligence artificielle est quasiment gratuite et elle travaille 24 heures sur 24, elle ne se fatigue jamais. Donc, la concurrence entre l'intelligence humaine, la nôtre, et l'intelligence artificielle va être un vrai sujet. Il va falloir rénover l'éducation de manière à ce que nos gamins, nos enfants, nos petits-enfants soient compétitifs face à l'intelligence artificielle et le système éducatif n'est pas organisé pour que nos enfants soient compétitifs face à cette intelligence artificielle qui galope et dont les performances sont chaque jour plus éblouissantes. Il va falloir beaucoup travailler, il va falloir beaucoup investir dans l'école. C'est une urgence politique dans le monde entier. Sinon, nous aurons un décalage énorme entre les gens compétitifs par rapport à l'intelligence artificielle et puis des gens qui seraient laissés pour compte. Et c'est une vision politique inacceptable. Donc, mobiliser des moyens importants pour l'éducation, l'éducation primaire, supérieure et universitaire est aujourd'hui un enjeu immense, beaucoup plus important qu'il y a quelques années parce que l'intelligence artificielle fait des progrès absolument gigantesques. Je vous cite, les dictatures du XXe siècle ont cassé beaucoup d'êtres humains mais ne les ont jamais rendus totalement transparents et n'ont jamais pu les manipuler. Nous rentrons dans l'univers de la gouvernementalité algorithmique. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Oui,
le futur et la science-fiction sont déjà arrivés. L'intelligence artificielle va permettre de comprendre le cerveau, ce qui pose des problèmes politiques et des risques de manipulation importants. Mais il faut voir le côté positif. L'intelligence artificielle va guérir le cancer dans les décennies qui viennent. Elle va guérir les maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Elle va nous aider à trouver des formes d'énergie qui n'émettent pas de carbone. Nous avons à côté de vrais sujets de préoccupation politique. Nous avons un continent entier d'innovation à développer grâce à l'intelligence artificielle. La décroissance, c'est fini. Nous rentrons dans un monde de croissance très forte, de développement technologique très fort, de développement scientifique. Nous rentrons dans une période de croissance du niveau de vie plus importante qu'on l'imaginait avant la sortie de ces nouvelles intelligences artificielles, car nous allons pouvoir développer l'économie de façon beaucoup plus innovante et beaucoup plus rapide qu'avant ces nouvelles formes d'intelligence artificielle. Vous parliez de la mort, vous avez consacré un livre à la mort de la mort. Vous disiez dans des dizaines d'années, l'intelligence artificielle guérira les cancers. C'est quoi? C'est l'immortalité? Alors, l'objectif de la Silicon Valley, vous le savez, est de nous rendre immortels. D'ailleurs, Google a créé une société, Calico, destinée à tuer la mort, à nous rendre immortels. Donc oui, les milliardaires qui développent l'intelligence artificielle souhaitent en profiter pour tuer la mort et pour nous rendre immortels. D'ailleurs, le vice-président de Google, Ray Kurzweil, il y a 3 mois, a déclaré que grâce à ChatGPT, nous pouvons espérer tuer la mort à partir de 2029. Il pense que l'immortalité apparaîtra au cours du XXIe siècle. Vous voyez les enjeux politiques et philosophiques énormes. Eh bien, en comprenant mieux la biologie, en comprenant comment fonctionnent nos cellules et en luttant contre les mécanismes biologiques extrêmement complexes qui fait que nos cellules vieillissent. C'est une certitude dans la Silicon Valley que la mort va pouvoir être tuée par les progrès de l'intelligence artificielle. Je parle sous votre contrôle, le cerveau, c'est l'organe le plus complexe de l'organisme. Bien sûr, c'est le plus complexe et il est aussi très fragile parce que les neurones ne se divisent pas. Donc quand un neurone est malade, il ne peut pas y avoir de nouveaux neurones qui le remplacent. Tous les jours, alors que les cellules digestives, elles se divisent par exemple, et s'il y a une cellule digestive malade, il y en a une autre qui prend sa place. Immédiatement. Je vous pose la question sur le cerveau parce que le fondateur de ChatGPT, Sam Altman, veut créer une super intelligence artificielle pour concurrencer le cerveau. C'est perdu d'avance. Alors, rien ne remplacera l'être humain. Alors, je ne crois pas. Je pense que l'intelligence artificielle va nous dépasser et il faut que nous galopions pour rester compétitifs face à l'intelligence artificielle. Mais vous avez raison de dire que le créateur de ChatGPT, Sam Altman, a expliqué il y a 2 mois que selon lui, la super intelligence, c'est-à-dire des millions de fois plus intelligente que le cerveau humain, arrivera avant 2030. C'est-à-dire qu'il est convaincu que dans 7 ans, nous aurons des intelligences artificielles beaucoup plus intelligentes que le cerveau humain. Vous voyez l'importance de développer l'éducation de manière à ce que nos gamins ne soient pas largués. L'intelligence artificielle, dites-vous, permet aux géants du numérique, à leurs clients et aux services de renseignement de comprendre, d'influencer et de manipuler nos cerveaux. Cela remet en cause les notions de libre arbitre, de liberté, d'autonomie et d'identité et ouvre la porte au totalitarisme neurotechnologique. Vous êtes très positif depuis cet entretien. Là, pour le coup, c'est quand même très sombre. Oui, il va falloir veiller à ce que les gouvernements n'utilisent pas l'intelligence artificielle pour nous asservir. C'est une réalité. Donc ça a commencé. Alors, il y a des gouvernements qui utilisent l'intelligence artificielle pour manipuler l'opinion, mais demain, on pourrait, grâce à une compréhension très fine du cerveau, aller beaucoup plus loin. Donc il faut à l'échelle mondiale qu'il y ait un engagement des gouvernements à ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre le cerveau, notamment des opposants politiques, et pour les asservir. Ce totalitarisme neurologique permis par l'intelligence artificielle est un cauchemar politique terrible. Donc il faut que tous les citoyens se mobilisent pour empêcher certains gouvernements d'aller dans ce sens. Et on ne donnera pas d'exemple. Il y a sur Terre des dictatures qui aimeraient bien se servir de l'intelligence artificielle pour rester éternellement au pouvoir. L'aspect militaire des choses, maintenant, avec vous, si vous le voulez bien, docteur Laurent Alexandre, est-ce que l'intelligence artificielle est aujourd'hui utilisée en matière militaire ? Bien sûr. Les drones fonctionnent avec de l'intelligence artificielle et Nature, qui est la plus grande revue scientifique au monde, a publié la semaine dernière un article montrant que pour le pilotage d'un drone, l'intelligence artificielle écrabouille les meilleurs pilotes au monde. Donc les avions, les drones terrestres
pilotés par l'intelligence artificielle vont progressivement remplacer les hommes à la guerre. Y compris au sol avec des contre-attaques. Personne n'acceptera d'aller se battre contre des robots dotés d'intelligence artificielle en 2030. En tout cas, moi, je n'accepterai pas qu'on y envoie mes gamins parce que le combat perdu face à ces robots dotés d'intelligence artificielle, il est perdu d'avance. Ils ont une vision infrarouge, ils voient la nuit, ils sont infatigables, ils n'ont pas besoin de dormir. La guerre de demain se fera sans hommes. La guerre de demain se fera ils n'ont pas peur, ils n'ont pas d'émotion. Par intelligence artificielle. Il n'y a pas d'émotion, pas peur. Alors, la question de l'émotion est une question intéressante. Certains spécialistes de l'intelligence artificielle pensent que l'intelligence artificielle pourrait acquérir des émotions, une conscience d'elle-même au cours du XXIe siècle. Mais la question est débattue. Certains pensent que l'intelligence artificielle va nous dépasser sans jamais avoir de conscience. D'autres pensent qu'un jour, l'intelligence artificielle aura ses propres rêves, ses propres objectifs, son propre agenda. Et d'ailleurs, les gens qui pensent ça sont un peu inquiets. Certains ont peur que l'intelligence artificielle nous écrase. C'est la raison pour laquelle une bonne partie des spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle, dont Bill Gates, dont le fondateur de ChatGPT, ont signé une pétition en juin dernier expliquant que, afin d'éviter que l'intelligence artificielle ne nous extermine, il est urgent qu'il y ait une réflexion mondiale pour contrôler l'intelligence artificielle et ses éventuelles dérives. Ce débat politique ne fait que commencer. Alors au-delà des dérives, que ferait l'humanité si elle n'a plus besoin de travailler, si elle n'a plus besoin de chercher en médecine? C'est quoi le quotidien des êtres humains? Je pense qu'il va falloir que nous nous formions mieux pour rester compétitifs, complémentaires de l'intelligence artificielle. Une vie oisive, passée à être des consommateurs passifs, sans travailler, à mon avis, ce ne serait pas une vie digne. Je ne veux pas d'un monde dans lequel on ne travaillerait pas. Je crois qu'il est important que nous formions nos gamins et nos petits-enfants le mieux possible, de manière à ce qu'ils aient une utilité dans ce monde rempli d'intelligence artificielle qui va arriver au cours de notre siècle. Une petite dernière question. Est-ce qu'au cinéma, il y a un film auquel vous pensez qui a prévu ce monde? Il y a un film qu'on trouvait tout à fait excessif et pas du tout crédible, qui a une dizaine d'années, qui est le film Her, H-E-R, qui décrit une intelligence artificielle très intelligente, très subtile, très empathique, qui ressemble beaucoup à ChatGPT. Et quand le film est sorti, tout le monde trouvait ça sympathique mais irréaliste. 10 ans plus tard, ChatGPT ressemble énormément à l'intelligence artificielle de ce film. Donc le futur va plus vite, galope plus vite qu'on l'imaginait il y a 10 ans. Alors il faut bien entendu lire votre livre, c'est complexe, c'est nuancé, mais juste dites-moi si vous, ce monde-là, s'il a donné, il vous fait rêver ou il vous fait peur? Ce monde me fait rêver. Nous allons faire, grâce à l'intelligence artificielle, des choses formidables. Des continents qui ne sont pas encore industrialisés, développés comme l'Afrique, vont avoir un destin extraordinaire, vont pouvoir sauter plein d'étapes. La médecine en Afrique, dans 10 ans, sera au même niveau que la médecine européenne ou la médecine européenne. Sur le changement climatique, l'intelligence artificielle va nous permettre de diminuer les émissions de CO2, d'améliorer les processus industriels pour qu'ils émettent moins de CO2, et surtout va nous permettre de développer l'énergie de fusion qui n'émet pas de CO2 mais qui est très complexe et qui aura besoin de l'intelligence artificielle pour fonctionner dans 20 ou 30 ans. Donc par rapport à tous les défis que nous connaissons aujourd'hui dans cette décennie 2020-2030, l'intelligence artificielle est porteuse de plein de promesses. Merci beaucoup Laurent Alexandre pour votre éclairage et cet entretien réalisé 100% avec nos cerveaux et sans intelligence artificielle aucune, enfin de mon côté en tout cas, j'imagine que vous aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.